Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du vocabulaire de la pandémie, du vocabulaire et des slogans qui l'accompagnent. Alors la raison pour laquelle je vais vous parler de cela, c'est pour la raison qui est très clairement formulée dans le texte de Victor Klemperer sur la langue du Troisième Reich, dans lequel il explique qu'il y a quelque chose qui pense avant nous, c'est-à-dire avant même que nous pensions nous individuellement, il y a la langue qui pense à travers nous. C'est-à-dire que très généralement, nous trouvons une langue qui nous précède et qui est déjà chargée d'une pensée et qui par conséquent va induire un certain nombre de façons de penser, de façons d'être par conséquent. Autrement dit, le vocabulaire qui se met en place dans une langue donnée n'est jamais anodin. Alors la manière dont Victor Klemperer le montre à propos de la langue du Troisième Reich, qui, je vous le rappelle, est un texte écrit comme acte de résistance au nazisme. Donc ce que montre Klemperer, c'est que ce qui dominait cette langue, c'était la volonté d'organisation, l'éloge du fanatisme, l'inversion du sens du mot fanatisme, etc., etc. Donc avant même que les esprits soient manipulés par les slogans, il y avait déjà le vocabulaire. Donc, je crois que c'est une étude qui devrait être refaite dans notre société. C'est une étude qui concerne tout à fait notre société. Quel est le vocabulaire qui pense avant nous, avant même que nous ayons commencé à réfléchir, et quel est le vocabulaire qui pense, en l'occurrence, à l'occasion de la pandémie. Ce qui a été tout à fait spectaculaire dans cette pandémie, c'est que un vocabulaire tout à fait particulier s'est instauré et que nous l'avons accepté sans même y réfléchir, ce qui est le propre du rapport ordinaire à la langue. Nous ne réfléchissons pas et nous voilà tous en train de parler de Covid-19, etc., etc. Alors, quelle est la tonalité de ce vocabulaire? Évidemment, c'est un vocabulaire qui est dominé par la médecine et qui est dominé par l'anglicisme. Ce sont deux choses qui sont tout à fait flagrantes dans l'apparition du nouveau vocabulaire. Donc déjà, Covid-19. Coronavirus disease 19, c'est-à-dire en référence à l'année d'apparition du virus en question. Ce qui est très impressionnant, c'est que nous sommes, c'est pas tout à fait la première fois, il y avait eu avant évidemment le sida, HIV encore, c'est la première fois qu'on est malade de sigle, si j'ose dire. Donc nous sommes malades dans un univers qui est d'emblée dominé par une certaine orientation médicale et technique. Alors le Covid-19, ou la Covid-19 plus exactement, puisque coronavirus disease 19, est aussi appelé SARS-CoV-2. Donc là, ça fait du sérieux, un syndrome aigu respiratoire sévère, ou Severe Acute Respiratory Syndrome, dans le vocabulaire qui nous est tout de suite, qui nous est asséné. Et puis, tout est à l'avenant, c'est-à-dire qu'en réalité, nous sommes du jour au lendemain, nous avons commencé à parler de clusters, comme si on n'avait pas pu parler tout naturellement de foyers de contamination. Et évidemment, ce semble s'être étendu toutes sortes d'exemples qui témoignent à la fois du fait que c'est très présent et en même temps que c'est entièrement maîtrisé. Tout ce vocabulaire technique nous donne un peu une illusion de maîtrise, à défaut d'avoir la possibilité de vaincre vraiment la pandémie. Alors, par exemple, on pourra faire du backtracking. Ça fait sérieux. Qu'est-ce que c'est que le backtracking? C'est la reconstitution du parcours d'une personne porteuse du virus. Il y a un homme qui est d'ailleurs linguiste et qui a fait un lexique de tout ce vocabulaire qui s'appelle Henri Gourceau. Vous pouvez trouver ce vocabulaire sur Internet. Et c'est tout à fait impressionnant comment le vocabulaire médico-technique
anglicisé, a pris entièrement le pouvoir. Ce qui indique parallèlement, et dans une certaine... Alors, ce n'est pas tout à fait la première fois dans l'histoire. Si vous lisez, par exemple, Surveiller et punir de Michel Foucault, vous apercevez que, bien sûr, au moment des grandes pestes ou des grandes lèpres, il y avait une domination de la médecine dans la gestion, même si on parlait sans doute pas encore, on n'employait pas ce mot qui est devenu viral, lui aussi, de gestion à ce point-là. Mais c'est vrai que là, nous sommes entrés dans une ère où le pouvoir politique lui-même est entièrement piloté par la médecine. Et donc ça se sent à bien des signes. Alors, nous sommes au fond arrivés dans une espèce de remake, d'actualisation du Dr Knock, ce qui a pour sous-titre, comme vous le savez, le triomphe de la médecine. Et c'est le cas de dire qu'au fond, comme aurait dit le Dr Knock via Louis Jouvet dans son interprétation mémorable de Knock, tout bien portant est un malade qui s'ignore. Tout bien portant, disait Jouvet, est un malade qui s'ignore. Et de fait, ce vocabulaire est quand même extrêmement impressionnant. Par exemple, vous pouvez être un cas avéré, vous pouvez être un cas confirmé, vous pouvez être un cas contact. Vous pouvez être un cas de transmission locale, un cas grave, un cas probable, un cas suspect, un cas symptomatique, un cas asymptomatique ou encore un cas paucisymptomatique, c'est-à-dire un petit peu mais pas beaucoup. Et donc tous ces cas indiquent qu'au fond tout le monde, qu'il soit directement touché ou pas, est de toute façon concerné par la situation et tout le monde tombe sous cette emprise médicale sous l'égide de laquelle nous vivons depuis plusieurs mois. La vie entière est préemptée par la situation sanitaire. Nous sommes dans une situation où tout est géré, comme on dit d'ailleurs si facilement, par le monde médical. Va s'en suivre, évidemment, puisque tout le monde est potentiellement concerné. Alors, évidemment, le cas dans lequel vous êtes le plus concerné, il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est celui de comorbidité. Comorbide, c'est intéressant comme apparition. La comorbidité, moi j'avais tendance à penser qu'on était tous plus ou moins comorbides avant. Mais non, il y en a qui sont plus comorbides que d'autres. Et ce sont les gens qui sont atteints d'hypertension, qui ont des maladies. Donc on ne dit pas malades. Les malades et les personnes vulnérables sont de toute évidence plus menacés par le virus. Non, il y a les gens comorbides avec ce sous-entendu qu'au fond, c'est quand même que les comorbides qui vont quand même y passer. Donc il y a tout ce vocabulaire qui indique que vous êtes concernés. De ce fait, puisque vous êtes ou bien un cas confirmé, ou bien un cas contact, ou bien un cas paucisymptomatique ou asymptomatique, de fait, il va falloir, c'est très logique, en déduire une attitude logique vis-à-vis de cette possibilité latente et qui concerne absolument tout le monde, c'est qu'il va falloir se tenir à distance. Donc, la tonalité de ce vocabulaire, c'est celle de la distanciation. D'où la prégnance du terme de geste barrière, ce qui n'est quand même pas rien. Que les relations humaines soient désormais dominées par des gestes barrières, ça n'est pas rien. Et le terme, évidemment, de distanciation, qui, malencontreusement, et à mon sens pas tout à fait par hasard, a été d'abord qualifié de distanciation sociale, et non pas simplement de distanciation physique. La distanciation physique, nous sentons bien qu'en cas d'épidémie, lorsque il n'y a pas de remède assuré pour la vaincre, nous sommes obligés de faire attention. Mais la distanciation sociale, évidemment, dit bel et bien qu'il y a une hiérarchie entre les êtres humains, etc., etc. Donc, les slogans fétiches que je vois un peu partout, que j'entends régulièrement et que je vois notamment quand je prends le métro, ce sont ces deux phrases absolument admirables. Si vous aimez vos proches, ne les approchez pas. Alors, entre parenthèses, généralement on ajoute trop. Si vous aimez vos proches, ne les approchez pas. Autre slogan qui est inscrit sur toutes les sols des métros: pour notre santé à tous, gardons nos distances.
Impératifs catégoriques de la pandémie qui sont quand même pas anodins. D'autant plus que ces impératifs catégoriques de distanciation vont se doubler dans le monde qui est le nôtre par une mise à distance effective à travers la mise en place de tout un dispositif qui était déjà présent. D'ailleurs, il est évident que nos petites rencontres en sont déjà le signe, bien sûr. Il y a cette communication à distance qui se profilait. Je sais qu'à l'Éducation nationale, l'opposition entre distanciel et présentiel était déjà là avant l'apparition de la pandémie, mais évidemment, nous avons basculé en moins de 2 dans cet univers qui a promu le télétravail, le téléenseignement, la téléconsultation. Autrement dit, on est dans un monde où effectivement c'est la distanciation qui s'est mise en place. Peut-être que ça ne va pas durer, allez-vous me dire, mais peut-être aussi que cette pandémie aura été l'occasion de radicaliser, de multiplier ces moyens de communication où l'autre n'est pas effectivement présent. Or, ne pas être effectivement présent, ce n'est pas du tout la même chose que d'être effectivement présent. Qu'est-ce que ça implique ? Au fond, au cours de ces chroniques, j'ai dû vous en parler déjà à quelques reprises. Ça implique une chose que Bernanos avait pointé du doigt à propos de l'armement militaire. Il disait l'armement militaire, vous pouvez appuyer dans la France contre les robots, vous pouvez appuyer sur un bouton, vous faites des dizaines de milliers de morts et au fond vous n'avez rien vu, rien senti, il n'y a personne derrière. Alors évidemment, vous allez me dire, non mais là, c'est pas du tout ça. Mais au fond, le télétravail, par exemple, le télétravail, c'est aussi le télélicenciement. Vous serez licencié à distance sans qu'on ait même pris la mesure de ce qu'on aura fait. Puisque tant qu'on n'a pas la personne devant soi, on ne sait pas ce qu'on fait. Ça, c'est le travail admirable d'Emmanuel Lévinas qui nous l'apprend. Évidemment, toute sa réflexion très puissante, très profonde, très sensible sur le visage de l'autre. C'est le visage de l'autre qui m'invite à faire attention à lui. Derrière un écran, on n'est quand même personne, on n'est jamais qu'une image. On n'est jamais qu'une image. Et une image, ce n'est pas une vraie personne. Vous pouvez, alors évidemment c'était déjà là, j'ai parlé de cela quelques fois avec mes élèves récemment, ils me disaient « Oh, vous savez madame, c'était déjà là, on pouvait se quitter par SMS ». Eh ben oui, et c'est ça qui est grave. C'est ça qui est grave, c'est-à-dire qu'on peut faire un acte dont on ne prend pas du tout la mesure, on ne sait pas ce qu'on fait. Derrière un écran, on n'est jamais que derrière un écran. Bien entendu, donc c'est cette inversion de l'impératif catégorique, si j'ose dire, cette multiplication d'impératifs catégoriques de distanciation, gardez vos distances, se double du fait que, au fond, cette invitation à ne pas être proche, où la proximité devient presque une faute, est une inversion radicale de l'injonction spirituelle universelle. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire par là qu'au fond, toute tradition spirituelle a un jour ou l'autre pointé du doigt le fait que pour entrer dans la voie spirituelle, il va falloir se confronter directement à ce qui fait peur, à ce que l'on craint, à ce que l'on trouve repoussant. C'est exactement ce qu'on peut vérifier dans plusieurs traditions. Je suis allée regarder sur l'école, parce qu'évidemment j'avais en mémoire l'exemple de saint François d'Assise. Saint François d'Assise commence son chemin spirituel par le fait qu'il va faire un baiser aux lépreux. Donc il était sur son beau cheval, à distance donc. Et il entre dans la voie, qui est en l'occurrence la voie chrétienne, en descendant de son cheval, en allant toucher le lépreux et en lui faisant même un baiser. Le baiser au lépreux. C'est pas rien le baiser au lépreux. On peut dire, bon, c'est une histoire de prêchi-prêcha, des cathos, etc. Mais non.
Hein, il y a quelque chose de très puissant là-dedans. On retrouve ça exactement dans la tradition bouddhiste. Il y a un épisode dans la lignée tibétaine hein, qui raconte que Naropa, qui est un enseignant, un universitaire reconnu, va partir à la recherche de son maître spirituel Tilopa. Et puis sur son chemin, alors il veut dégager tout ce qui ne lui fait pas atteindre ce maître. Et donc il rencontre d'abord une lépreuse sur un chemin. Alors en un endroit d'ailleurs assez improbable, il aurait pu avoir des doutes hein, sur la réalité de cette apparition. Et puis, au lieu d'approcher la lépreuse, il dégage. Et juste après ce moment, il comprend que c'était Tilopa. Tilopa, c'était cette lépreuse. Il était logé dans le corps de cet être repoussant qui lui faisait tellement peur et dont il ne veut pas entendre parler. Même, alors comme il n'a pas compris encore, Tilopa va lui refaire le même coup, si j'ose dire, et il lui apparaît à travers une chienne qui est absolument infestée de vers, tout à fait repoussante. Et justement, Naropa entrera dans la voie spirituelle lorsqu'il approchera, lorsqu'il touchera, lorsqu'il léchera les plaies de cette chienne repoussante. Donc, toutes les traditions spirituelles nous disent que le chemin, la voie, consiste à entrer dans ce qui nous inquiète. Donc, tout cela pour vous dire qu'évidemment, ça n'est pas rien, cette inversion de l'injonction qui était jusque-là celle de la proximité. Donc, ordinairement, on disait tout bêtement aux enfants « Allez voir vos grands-parents, rendez-leur visite, ça leur fera plaisir de vous voir vraiment. » Et maintenant, on leur dit « Surtout, n'allez pas voir vos grands-parents, vous allez peut-être les tuer. » Alors, de fait, c'est un risque possible, et donc on est condamné à cette situation. Je ne mets pas en question la nécessité actuelle dans laquelle nous sommes d'être prudents les uns vis-à-vis des autres, mais cette prudence-là, elle est lourde de conséquences. Et toute la question qui se pose, c'est celle de savoir comment nous allons sortir de cette situation. Est-ce que nous nous serons emparés de ce moment pour tous rester à distance, ou bien est-ce que nous aurons essayé de penser déjà ce qui nous arrive à travers cette virtualisation qui était évidemment déjà présente, mais dans laquelle nous avons basculé du jour au lendemain. Alors, que faire ? Déjà penser le phénomène, faire attention. C'est pas grand-chose penser face à une situation où tout nous tombe dessus, où les licenciements se multiplient, où les morts sont très nombreux, etc. C'est le moment ou jamais. Essayez de prendre la mesure de cette inversion des rapports ordinaires et des rapports ordinaires qui étaient supposés être bons et justes auparavant. Et puis d'autre part, on peut prendre la mesure justement du fait que le tact en tous les sens du mot, c'est-à-dire au sens de l'attention fine à l'autre et puis du toucher, c'est le sens humain par excellence chez Aristote. Ça doit nous laisser songeurs face à notre virtualisation générale du monde. Donc, multiplions les gestes d'humanité, restons aussi proches que possible, essayons de faire vivre une proximité à travers les écrans, c'est possible. J'assiste à beaucoup de choses actuellement en Zoom, comme on dit aujourd'hui, évidemment. Cette méthode donne aussi à réfléchir. Elle nous permet de rester ensemble incontestablement, mais en même temps, il faut prendre la mesure du fait que ça ne doit jamais être que parallèle, à mon sens. Dès que nous pourrons, il sera nécessaire, je crois, de retrouver de la proximité avec les autres, faute de quoi nous pourrons télélicencier, télééjecter, quoi que ce soit, sans même savoir que nous avons derrière cet écran ou cet appareil qui nous a été utile un être humain. Je vous souhaite par conséquent de trouver la juste place face à cette situation ou dans cette situation étrange qui nous est imposée. Je vous remercie.